Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vous à Moi. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet sensible, celui de l'ARN messager, sur la base du livre de Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS et également docteur en biologie cellulaire et microbiologie. J'ai également invité Estelle Fougère, journaliste scientifique, pour sa collaboration à la rédaction du livre au titre évocateur Plus rien n'échappe à l'ARN messager, hommes, animaux, plantes, une contamination du vivant est en cours. On le sait depuis des années, l'ARN messager a pris une importance considérable, mais cette technologie balbutiante qui suscite beaucoup d'espoir est en passe de devenir une religion. Jean-Marc Sabatier, avec ce livre, tente de mettre des garde-fous pour l'arrivée prochaine, d'ici à 2030, de 500 vaccins ARN messagers, auto-amplifiants, répliquants, transamplifiants, et ce, sous différentes formes, on va dire de l'injection, l'ingestion à l'inhalation, qui concernent les humains, mais on l'a vu dans le titre, qui concerne aussi les animaux, les plantes, dont les légumes. Alors avant de commencer, une fois n'est pas coutume, je vous remercie donc de liker, de partager, de commenter cette vidéo et ou de vous abonner. Ça soutient la chaîne et ça me permet de réaliser des podcasts avec des interlocuteurs de premier plan. Ceci étant dit, merci Jean-Marc et Estelle d'avoir accepté de répondre à mes questions sur ce sujet épineux qu'est la vaccination. Estelle, j'ai fait qu'une brève présentation. Est-ce que vous pouvez développer un peu votre parcours? Oui, alors bon, moi j'ai fait du journalisme un petit peu général aussi, hein. Je me suis intéressée à d'autres sujets, mais c'est vrai que depuis la crise sanitaire et ma collaboration en particulier avec Jean-Marc Sabatier, je me suis spécialisée en biologie en santé publique. J'analyse les enjeux et les répercussions éthiques, sociales, politiques et scientifiques des avancées et des décisions dans le domaine de la santé. Voilà. Merci Estelle pour ces précisions. C'est vrai que c'est important d'en savoir un peu plus. Peut-être aussi faut-il préciser que l'un et l'autre, vous n'êtes pas anti-vaccin. Je parle des anciens vaccins au virus atténué qui existaient jusqu'à présent. Oui, oui, tout à fait. Oui. Bonjour Jean-Marc, Oh, parce que pour la fois, vous n'avez bonjour. pas parlé. Je suis vraiment ravie de vous avoir Oui, posé. bah, moi aussi. Jean- Oui, moi, j'étais pas du tout anti-vax, hein. La plus forte preuve, c'est un article de décembre 2020 qui a été publié donc avant la vaccination Covid, où je vantais les mérites justement des vaccins qui allaient arriver. Puis en fait, D'accord. on a été roulé sur la qualité. Voilà, ça C'est ça, ouais. correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Oui. Je sais que vous êtes chercheur, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse un peu vulgariser le propos Oui. pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux de ce qui se joue. Je sais que ça va être un exercice difficile pour vous, mais voilà, si on pouvait faire ça, ce serait super. D'accord. Donc on peut commencer par expliquer simplement ce qu'est l'ARN messager, puisque c'est au cœur du sujet du livre. Jean-Marc? L'ARN messager, c'est un acide nucléique qui fait le lien entre le gène et la protéine. C'est-à-dire que le gène c'est un gène constitué d'ADN, hein, qu'on retrouve dans nos chromosomes. Il y a un certain nombre de gènes. Dans notre génome, on a à peu près 22 500 gènes. Et lorsque ces gènes sont transcrits, ils produisent un ARN qui est immature, qui doit être épicé dans le noyau nucléaire. Puis l'ARN messager épicé est transféré en fait dans le cytoplasme où il va être traduit en protéines. Donc c'est vraiment une molécule intermédiaire entre l'ADN et la protéine. C'est grâce à l'ARN messager qu'on a des protéines qui sont produites. Vous parlez de la protéine spike notamment? Notamment, oui, s'il s'agit par exemple d'un vaccin ARN messager, mais tous les types de protéines en fait sont produits par des ARN messagers, que ce soit des hormones, que ce soit des enzymes, enfin voilà. Là, Jean-Marc parle de l'ARN messager naturel. Oui, donc pas de l'ARN messager du vaccin. Lui fait partie aussi des ARN messagers, sauf qu'il a été bidouillé. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que l'ARN messager qu'il y a dans les vaccins anti-Covid, entre guillemets, ne sont pas comparables aux ARN messagers naturels qu'on retrouve dans notre organisme, parce qu'ils ont été modifiés. Et ils ont été modifiés pour être stabilisés, et notamment, il y a un des composants, en fait, justement, de l'ARN qui a été modifié, hein. Normalement, c'est de l'uridine qui a été modifié par un dérivé qui s'appelle méthyl-1-pseudouridine, ce qui fait que c'est de l'ARN modifié. Ok. Pas On codé parle pour de la protéine spike. stabilisation, mais tout le long du bouquin, on voit que c'est compliqué d'arriver à stabiliser l'ARN messager. Surtout, ce dérivé qui a été introduit donc, dans les vaccins ARN messagers contre la Covid, ce dérivé est problématique parce que la machinerie de traduction cellulaire, celle qui permet de fabriquer la protéine spike, ne le reconnaît pas bien. Et du coup, produit tout un tas de molécules qui n'ont rien à voir avec la protéine spike. Ce sont des molécules chimères ou mutantes, de nature inconnue d'ailleurs, et qui vont également stimuler le système immunitaire et qui peuvent être à l'origine de tas de pathologies Parce qu'elles peuvent se fixer humaines. n'importe où. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas spécifique. En fait, il va fabriquer des molécules qu'il ne devrait pas normalement fabriquer. Parce qu'il perd un peu la boule, c'est-à-dire que ce dérivé qui a été introduit n'est pas bien reconnu
par le système cellulaire qui produit en fait les protéines. Et du coup, il va produire une multitude de protéines différentes, alors que normalement, il devrait en produire qu'une, qui est la protéine spike légèrement modifiée. Et là, il va produire des milliers de molécules différentes, qui sont de nature inconnue. D'accord. Dans les vaccins, vous expliquez que des couleurs catégorisaient les flacons. D'autres ont parlé de numéro de lot. Pourquoi ces différences? Est-ce que c'est pour faire des statistiques, de nouvelles recherches, par exemple des recherches sur le cancer? Vous savez pourquoi il y a eu cette codification? Pas spécialement, on sait qu'il y a eu 3 types de lots. Un lot qui n'était pas délétère, un lot qui était moyennement délétère, et puis un lot très délétère. Et dans ces lots, il y a des numéros en fait d'échantillons, hein, des numéros de lots qui correspondent justement aux différents vaccins qui ont été fournis dans les différents pays. Hein. Alors les lots les plus délétères, ils commencent par F ou par E. Voilà, ceux qui sont mortels. Alors les lots mortels sont très peu nombreux. La majorité des lots sont des lots qui font rien du tout, enfin, qui sont considérés comme des lots complètement neutres. Et puis autrement, il y a des lots intermédiaires. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Oui, alors en fait, Estelle. on n'a pas parlé de ça dans le premier livre parce qu'il y avait des bruits qui couraient. On n'avait pas encore les études. Là, il y a quand même 3 études assez solides qui sont sorties du Danemark, de la Suède et puis américaine sur quand même un nombre important, un échantillon important de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on en a parlé dans ce livre. Ce qui est stupéfiant dans ces vaccins, c'est que nous ne maîtrisons pas encore l'ARN messager et que nous nous lançons dans les étapes d'après, avec l'ARN messager auto-amplifiant, répliquant, transamplifiant. Pourquoi cette accélération ou cette frénésie Alors, j'ai juste une chose à dire, c'est qu'on a découvert au moment où on travaillait sur le livre que l'auto-amplifiant, qu'on peut appeler auto-répliquant, hein, c'est la même chose. Les recherches ont commencé dans les années 2000 et les premières vaccinations ont eu lieu en 2012 aux États-Unis. Donc, c'est vrai qu'on parle de deuxième génération par rapport au vaccin Kostev contre le SARS-CoV-2 qui vient après le Pfizer ou le Moderna et qui a ARN auto-amplifiant. Mais en fait, pour les animaux, ça a commencé avant d'ailleurs. Quand j'ai vu l'étude, je me suis dit, ils ont fait une erreur. C'est pas 2012, c'est 2022. Eh bien non, c'est 2012. Voilà. Ça a été beaucoup caché, hein, en fait. Oui. L'évolution oui, des ARN messagers auto-amplifiants, ça avance de façon très, très discrète, quoi. Oui. On n'en fait pas beaucoup la publicité, oui. Il y a quelque chose qui justifie cette course à la vaccination, au tout vaccinal presque. Absolument pas, non. Non, non. Ça soulève beaucoup de questions, d'ailleurs. Officiellement en France, voire en Europe, il n'a pas été reconnu qu'il y avait du graphène dans les vaccins. Dans des études étrangères, il en a été question. Est-ce que aujourd'hui on avance sur ce sujet ou pas? Comme on va aller plus loin en parlant des vaccins à ARN à point quantique de graphène, est-ce que finalement on a fini par savoir qu'il y en avait ou pas? Ben, toutes les études qui ont été faites, indépendantes, montrent qu'il y a de l'oxyde de graphène. Et il y a même un colonel de l'armée espagnole qui en a parlé très récemment, qui a dit qu'il y avait du graphène dedans. Alors, il y a plusieurs groupes qui ont étudié ça, la Quinta Colonna, là, et d'autres groupes, et tous, en fait, disent qu'effectivement, il y a de l'oxyde de graphène. Il y a une forme oxydée du graphène, et qui est plus ou moins conductrice. Généralement, la forme très oxydée du graphène n'est pas conductrice, alors que le graphène est conducteur. Et plus le graphène est oxydé, moins il est conducteur. Quand il est très oxydé, il est isolant. Quel est l'intérêt d'ajouter du graphène dans un vaccin s'il ne soigne pas? Oui, bah, tout à fait, oui. Ce sont des questions épineuses, justement parce que on dit que l'oxyde de graphène ou le graphène est rajouté dans ces vaccins alors qu'il ne devrait pas y être, hein, justement peut-être pour pouvoir faire de l'IOBNT, qui est l'Internet des bionanochoses. C'est pour faire on parle de nanobots ou de nanorobots, c'est-à-dire d'espèces de nanorobots qui s'assemblent quand on met certains composés ensemble. Voilà. Ça, on a vu ça dans des vidéos, justement, avec Quinta Colonna. Il me Oui, semble oui, qu'ils avaient oui, mis oui. ça en avant. Ce sont les vidéos bon, les plus complotistes, mais on s'aperçoit avec du recul que tout ce qui a été très complotiste, en fait, s'est révélé exact. Donc, voilà. Ouais. Et quelle pourrait être l'utilité? Parce que on sait que l'oxyde de graphène peut être activé avec Le des graphène, sources de oui, des lumière, ultrasons, des sources lumineuses, des ultrasons ou un champ champ magnétique. magnétique. Oui, Par exemple, nos oui. téléphones qui émettent un champ magnétique. Après, ça dépend des fréquences. Hein. Le téléphone, c'est 2,45 GHz. D'accord. Généralement, avec l'IOBNT, à ma connaissance, on travaille entre 0,1 et 10 THz. Ok. L'avantage, disons, du graphène, c'est qu'on peut en faire beaucoup de choses.
Et notamment, il est important parce qu'il sert de nano-antenne. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'IOBNT, c'est un composé qui est indispensable, en tout cas de nos jours. On ne peut pas le substituer par autre chose, à ma connaissance. Une nano-antenne dans le corps humain, ça n'a pas d'intérêt. Ça permet de pouvoir faire éventuellement des dosages ou de transmettre des informations avec un nanorobot qui circule dans le sang. Hein. Bon, d'accord, ça, on peut dire que ça pourrait être Des intéressant, mais il y a dosages, par aussi exemple, de des... glucose, etc. Enfin, Oui, c'est ça. Donc, oui. médicalement, ça pourrait être intéressant, mais les dérives peuvent être dangereuses. Les dérives de Ah ben ça c'est sûr, oui, oui, oui. Et il faut savoir que le graphène, y compris l'oxyde de graphène, en fait, ne sont pas biocompatibles. Hein. L'oxyde de graphène est plus biocompatible que le graphène, mais c'est quand même pas biocompatible. Hein. Oui, donc on n'est pas censé avoir ça dans le corps, même Absolument pour pas, la oui. médecine. Et d'ailleurs, c'est pas décrit dans la composition, en fait, ni en adjuvant, ni en excipient, dans la composition du Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou du Spikevax de Moderna. Normalement, il n'est pas censé être dedans. Je rajouterais juste que les Japonais, en 2021, ont renvoyé des milliers de doses de Moderna parce qu'il y avait des particules métalliques. Alors, on n'a jamais su ce que c'était. Ils n'ont pas précisé ce que c'était que ces particules, mais en tout cas, ils ont renvoyé les lots. Qui pourrait laisser supposer, mais voilà, ce ne sont que des suppositions, des spéculations, que ce serait du graphène. Je sais pas, en fait, je redis Oui, juste. non, Alors je moi parle de j'ai vu un spéculation. document. Oui. J'ai vu un document de Pfizer où il décrivait la fabrication. Il y avait du graphène qui était mentionné dedans. Maintenant, je ne sais pas si c'était un fake ou pas. Donc, Ah oui, le oui, c'est problème, ça c'est en que fait. voilà, on a un document. Ouais. Aujourd'hui, on a du mal à savoir le vrai du faux, mais heureusement Oui, que vous êtes là, enfin vous et Perron, tous ces gens-là, pour essayer de faire la lumière sur tout ça. En plus, ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que vous apportez les effets positifs, par exemple des vaccins, mais en même temps, vous mettez des garde-fous en disant attention, là, on n'a pas poussé assez loin les recherches, on ne sait pas ce qui va advenir de ça dans l'écosystème, etc. Donc, vous avez une prudence qui est très intéressante, je trouve, dans votre approche sur ces sujets. Donc, on a parlé de la vaccination des plantes, des légumes, des animaux. Donc, on va, au fil du temps, aborder un petit peu tous ces sujets. Est-ce qu'on peut commencer par la vaccination du canard qui est effective depuis 2023, en précisant que pour être commercialisé en France, tout médicament ou vaccin fabriqué industriellement doit recevoir une autorisation de mise sur le marché, la AMM. Donc, on avait mis, par exemple, pour les vaccins, une AMM-C conditionnelle délivrée par l'Agence européenne du médicament, l'EMA, ou à défaut d'une autorisation temporaire d'utilisation, l'ATU. En gros, c'est l'équivalent, mais pour les produits vétérinaires. Celle-ci est délivrée par l'Agence nationale du médicament vétérinaire, si je ne me trompe pas. Cette autorisation temporaire d'utilisation doit permettre de tester le médicament avant de le mettre officiellement sur le marché, donc d'avoir une autorisation à plein temps. oui, oui, oui. En ce qui concerne le On canard, a, C'est très répandu déjà, hein, puisque oui, les ATU, oui. en ce qui concerne celle du canard, l'autorisation, elle est sans cesse repoussée. Il y a comme, Oui, elle a été rallongée à mars 2027. Elle a été alors que reculée normalement, elle de est valable 2 ans. de manière plus courte, normalement. Oui, et normalement, je crois que c'est 2 ans, et elle a été reconduite pour 2 ans en rajoutant en fait les volailles dedans. Donc la Donc, vaccination contre les volailles, ARN messager auto amplifiant, n'est pas obligatoire, mais en tout cas, elle est autorisée. mais pour oui. les canards, ça a déjà été fait. Alors, en fait, Oui, pour les canards, il y a deux vaccins. Un qui est plus classique, hein, le Volvac, et le Ceva qui a ARN auto-amplifiant. Il y a donc deux ATU. C'est obligatoire de vacciner avec l'un ou avec l'autre pour les fermes qui ont plus de 250 volailles. Obligatoire. Pour Mm. celles qui en ont moins de 250, ça n'est pas obligatoire. L'obligation est également en bio, puisque le bio vaccine. Est-ce que c'est bio? Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont très précautionneux avec les antibiotiques, mais pas tellement avec les vaccins, ce qui est un peu fou. Donc, l'ATU, au départ, n'était que pour les canards. Elle a été, quelques mois après, en juin 2023, elle concerne aujourd'hui les poules. Alors, ils ne spécifient pas les autres volailles, peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas pas chez nous. Mais aujourd'hui, donc, c'est les pays canards Newton. Wow. obligatoires à partir de 250 animaux, et les poules, il n'y a pas d'obligation, donc les gens font ce qu'ils veulent. Ouais, pas d'obligation pour le moment. Voilà. Dans votre ouvrage, j'ai également vu que des pommes de terre avaient été vaccinées et que bientôt les salades, les épinards vont l'être également. Est-ce que c'est pas un peu problématique de vacciner? Est-ce que sur les salades, il sera écrit salade vaccinée? Est-ce qu'on pourra choisir de se dire, tiens, je vais pas bien, je vais prendre cette salade? Comment concrètement ça peut se passer? Tout ça, on ne sait pas. Je voulais juste, si c'est possible, Oui, oui, bien peut-être sûr.
parce que Jean-Marc pourrait peut-être dire un mot de l'ATU d'ailleurs, qui est quand même, dans soi-disant, il y a marqué qu'il y a un bénéfice par rapport au risque, mais que la connaissance est très limitée. Donc déjà, ça part mal. Ensuite, il est marqué sur l'ATU qu'on ne sait pas ce que le vaccin fait si on donne aux poules, aux canards, d'autres produits vétérinaires. On ne Les sait pas interactions. les Mhm. interactions. Voilà. Et enfin, pour celui qui vaccine, s'il se pique un doigt, il peut avoir une nécrose ischémique, Ouais, j'ai vu ça. même la mort des tissus, et il faut qu'il aille consulter immédiatement parce que ça pourrait aller jusqu'à perdre un doigt. Voilà, je m'arrête là. C'est complètement fou parce que Oui, on se dit si c'est dangereux à ce point-là, pourquoi on vaccine les canards avec ce type de produit? tout à fait, oui. Surtout qu'il est forcément délétère, hein, la combinaison adjuvant-excipient utilisé est très délétère, hein, puisque si on se pique accidentellement le doigt, il faut foncer à l'hôpital sous risque d'amputation du doigt, hein. Oui, mais Donc on voit ce que ça peut donner chez le canard ou chez les volailles, hein, qui vont recevoir ce produit, hein. d'ailleurs, vous parliez même en parlant de manger le canard, donc de l'ingestion, que ça pouvait passer par les voies de la gorge, Muqueuse. oui. Oui, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas du tout de certitude, en fait, que la cuisson soit capable de détruire complètement l'ARN messager, qu'il soit auto-amplifiant ou pas auto-amplifiant. Enfin là, dans le cas du SEVA, c'est un auto-amplifiant. Tout simplement parce que l'ARN messager lui-même peut être partiellement thermostable. Et puis surtout, il est aussi dans une gangue de nanoparticules d'oxyde de fer et de squalène. Et cette gangue peut complètement le protéger de la dégradation, aussi bien thermique que par acidolyse dans l'estomac. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a, par exemple, le canard, si on mange du magret, Voilà, il est c'est rosé, le rosé. magret de canard est rosé, donc il est très peu chauffé. Et quand il est très peu chauffé, les risques qu'il y ait de l'ARN messager intact est énorme, hein. D'autant plus qu'il est auto-amplifiant, c'est-à-dire que même il y aurait une dégradation à 99% de l'ARN messager, il reste 1% qui serait capable de s'auto-répliquer, hein, donc de reproduire des quantités importantes d'ARN messager auto-amplifiant. Donc, du coup, on serait Donc le vacciné par le danger est canard. bien réel. Alors, on aurait le canard, c'est pour l'antigène qui est choisi, c'est l'hémagglutinine H5, c'est pour lutter donc contre la grippe aviaire du canard, H5N8. Ça serait pas le plus problématique. Le plus problématique, ça serait la présence en fait du complexe réplicase, qui a une activité ARN polymérase ARN dépendante et qui pourrait produire en fait des copies complémentaires d'un ARN à partir d'une matrice d'ARN. Et là, c'est problématique parce que d'ARN, évidemment, on en a plein dans l'organisme et on sait globalement pas ce qui va se passer en fait en présence d'un complexe réplicase. Puisque la vaccination a déjà commencé, est-ce qu'il y a eu des signalements? Oui, 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 il y a des signalements. Il y a eu des signalements qui ont été rapportés avec ces types de vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Alors, le canard, c'est difficile à dire parce que le canard est sacrifié au bout de 2 mois, hein. Donc, il peut avoir une énorme tumeur, il peut avoir des tas de problèmes, il n'est pas là pour se plaindre. Voilà. Et donc, on ne sait pas trop ce qui se passe, hein. Ils sont sacrifiés. Mais il a été montré qu'il y a des problèmes chez les animaux. Par exemple, il y a un éleveur américain qui a récemment parlé sur les réseaux sociaux de l'injection avec un vaccin contre la grippe porcine de 525 de ses porcs. Et au bout de 3 semaines après l'injection, donc vaccinale ARN messager auto-amplifiant, il a constaté qu'il y avait 137 animaux qui avaient des problèmes sur les 525 et qu'il y avait 25 porcs qui étaient morts et d'autres qui étaient mourants et d'autres qui avaient des tas de troubles. Donc, on voit que sur une période déjà de 3 semaines, il y a des problèmes, Oui, c'est énorme. ce qui est énorme. Oui. Et les problèmes sur ceux qui mangeront donc ces canards ou ces porcs, ils peuvent survenir au bout de combien de temps? Parce que l'ARN messager peut rester très longtemps dans le corps. Oui, oui, tout à fait. Eh ben, ça peut être très rapide ou ça peut être très lent. Si ça lance une tumeur, qu'on part d'une cellule qui est transformée, ça peut mettre des mois à apparaître, hein. Oui, donc ce Bien sera plus alors, ça peut être difficile. très rapide, ça peut provoquer des turbocancers. Généralement, les personnes qui sont mortes de l'injection, c'est souvent entre 3 mois et 4 mois après l'injection. Pour les Ça, c'est vaccins pour humains, les. hein. Oui. Oui, Après, on ne parle vaccins pas humains des maladies anti-Covid. auto-immunes. Là, on ne parle pas des maladies Alors, les auto-immunes. maladies auto-immunes, parce que ça peut induire, bien sûr, des maladies auto-immunes, ça peut induire des cancers, et puis tout type de troubles, hein. Troubles neurologiques, gastro-intestinaux, cardiovasculaires, Donc, ce sera très difficile de de relier. l'auto-immunité, des cancers. Et oui, oui, oui. Très difficile. Ben, souvent, ils disent, voilà, ben, il n'y a pas de lien temporel, donc ça ne provient pas de la vaccination. Mais en fait,
c'est un peu de la foutaise. Et c'est ce qu'ils avaient dit, par exemple, pour la vaccination anti-Covid. Ils avaient dit que s'il y avait rien qui se passait au bout de 2 mois, c'était le grand maximum 2 mois. En fait, on voit bien que c'est pas le cas. Je crois même qu'au début, il disait à partir de 15 jours et Oui, oui, alors que les premiers effets, enfin les premiers décès étaient avant les 15 jours. Donc, du oui, coup, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. on peut un peu manipuler les chiffres comme on veut, quoi. Ah ben ça, oui, on peut en faire, dans ces méta-analyses, on peut trafiquer les conclusions comme on veut. C'est-à-dire que quand on fait des méta-analyses, on prend un certain nombre d'études qui ont été faites, qu'on peut sélectionner, parce que on met les critères, on choisit des critères. Donc sur 1000 études, on peut en sélectionner par exemple 100, en mettant ses propres critères pour choisir en fait les études qui Oui. paraissent les plus intéressantes. Donc si on veut montrer un effet de la vaccination, ben, on va choisir des études qui montrent un effet bénéfique de la vaccination. Et si au contraire on veut montrer qu'il y a des effets délétères, et ben, on va choisir les études qui montrent qu'il y a des effets délétères. Donc il faut se méfier des méta-analyses parce qu'on met des critères, on choisit des critères et on peut les choisir un peu comme on veut. Hein. Là, on l'a bien vu, par exemple, pour le cancer, là, où ils disent que la vaccination anti-Covid, les rappels sont très bons, notamment pour l'immunothérapie des personnes qui ont des tumeurs. Et ils l'ont montré sur les tumeurs pulmonaires, les cancers pulmonaires non à petites cellules, et également pour les mélanomes, les cancers de la peau. Et donc, ça a été fait non pas à partir de données cliniques, mais à partir d'études individuelles de dossiers. Au total, sur à peu près 1 millier de personnes qui avaient ce type de cancer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunothérapie qui était utilisée, c'était une immunothérapie qui inhibait un système qui s'appelle, bon, pas rentrer trop dans les détails, mais c'est PD1, PDL1. En fait, ce sont les cellules tumorales, et les cellules d'une manière générale, mais particulièrement les cellules tumorales, qui vont produire une molécule qui s'appelle PDL1. Et cette molécule PDL1, en fait, qui est sécrétée, va se fixer sur un récepteur qu'il y a sur les cellules de l'immunité, notamment les lymphocytes T. Et en se fixant sur le récepteur PD1 des cellules de l'immunité, à ce moment-là, ça bloque l'activation des cellules du système immunitaire. Donc, ça les rend en fait inefficaces. C'est pour ça que la tumeur peut se développer, parce que le système immunitaire n'est pas capable de s'attaquer justement aux cellules tumorales. Et donc, ils ont choisi justement le cancer pulmonaire non à petites cellules qui représente 85% des cancers, et puis le mélanome. Mais par exemple, ce type d'approche qui permet de bloquer en fait le système PD1, PDL1, ça fonctionne pas sur les tumeurs froides, parce qu'il faut qu'il y ait une invasion justement de la tumeur avec des cellules du système immunitaire pour que ça fonctionne. Hein. Puisque D'accord. là, ce sont en fait des molécules qui sont produites par les cellules, notamment tumorales, justement pour bloquer l'action des cellules du système immunitaire qui ne peuvent pas s'attaquer donc aux cellules tumorales. Il existe déjà un vaccin contre un cancer, je ne sais plus lequel. Oui, alors à ARN messager auto-amplifiant, il y a actuellement Cap. il y a 4 vaccins ARN messager auto-amplifiant qui sont développés contre le cancer. Sur les 33 officiels, hein, c'est-à-dire qu'il y en a probablement beaucoup plus, mais il y en a 33 officiels de vaccins ARN messagers en développement, donc 4 justement pour traiter le cancer. Ça cible ce type de système, hein, c'est-à-dire que c'est pour bloquer justement, disons, l'activité Le développement. de PDL1, voilà, Mm. pour rendre le système immunitaire de nouveau efficace. Parce que si on neutralise ce système, à ce moment-là, on restaure l'activité fonctionnelle des cellules du système immunitaire, et notamment des lymphocytes CD8 cytotoxiques, qui peuvent s'attaquer aux cellules tumorales. D'accord. Donc, enfin, dans un monde parfait, en fait, Oui, c'est dans un monde vraiment parfait. Parce que prometteur. dans la pratique, c'est pas si simple que ça. En fait, les ARN messagers, quels qu'ils soient, même s'ils codent pas pour la protéine spike, ils portent quand même une atteinte à nos systèmes de défense. Pourquoi? Parce que l'ARN messager va être reconnu par des récepteurs, par exemple, qu'on appelle toll-like. C'est des récepteurs qu'on retrouve sur des cellules immunitaires. Et on sait que les ARN messagers vont stimuler, en fait, certains récepteurs, comme le TLR3, donc c'est le toll-like récepteur 3, mais aussi le TLR7, le TLR8, RIG1 et MDA5. Donc ça, c'est en théorie tous les ARN messagers. Donc on voit déjà qu'il y a un problème, c'est-à-dire que le choix de l'ARN messager n'est pas bon. Et c'est pas le pire, parce que les données expérimentales
montrent qu'un ARN messager exogène qui est injecté comme ça, donc dans le cadre par exemple d'une plateforme vaccinale, est capable de subir une rétrotranscription, c'est-à-dire une copie en ADN, puis une intégration de l'ADN bicaténaire en fait dans le génome humain. Ça a été montré pour le chromosome 19, par exemple, chez l'homme. Donc on voit que ça va au-delà de la stimulation du système immunitaire, parce que si ça s'intègre dans le génome, ça veut dire que l'information génétique peut être potentiellement transmissible à la descendance. Et on imagine bien les problèmes que ça peut faire. Voilà. Alors, il n'y a pas de données in vivo très poussées, hein, puisqu'il y a le chromosome 19 humain, mais il y a énormément de données in vitro qui montrent qu'un ARN messager vaccinal peut être rétrotranscrit et intégré dans le génome cellulaire. Ça a été fait sur plusieurs dizaines de lignées cellulaires humaines. Hein. Et ça peut être aussi intégré dans l'ADN mitochondrial. Donc c'est une étude qui a été faite. Moi, je connais la personne qui a fait cette étude et elle est actuellement soumise pour publication. D'accord. Oui. En parlant de transgénérationnel, on pourrait parler du fait qu'aujourd'hui, il est préconisé de vacciner les femmes enceintes, ce Oui. qui n'était pas le cas avant. Au contraire, il fallait éviter les Oui. personnes fragiles et les femmes enceintes, alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse, il faut absolument les vacciner. Ah ben là, on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire, hein. C'est-à-dire que là, c'est carrément n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pousse à la vaccination des femmes enceintes, on pousse à la vaccination des enfants, y compris les bébés à partir de 6 mois, notamment avec le Comirnaty, hein, une forme allégée du vaccin Comirnaty, puisque c'est 3 microgrammes. Hein. De 6 mois à 5 ans révolus, c'est 3 microgrammes. Après, c'est un dixième de la dose, c'est 10 microgrammes. Et pour la forme adulte, Pour le Covid? oui, c'est 30 microgrammes. Oui, oui. Non, mais ce que je veux Et dire par là, enfin, 100 un microgrammes bébé pour de le 6 spikevax mois, de Moderna. un bébé de 6 mois, il a quand même peu de chances d'attraper le Covid. Enfin, Ah oui, non, mais surtout, même s'il a attrapé, c'est pas du tout mortel chez les enfants. Les bien enfants sûr. ont un système immunitaire très puissant et une infection au SARS-CoV-2 ne leur pose pas de problème. Ou bien alors, il faut avoir des comorbidités extrêmes. Oui, sauf Euh, que si maintenant on vaccine les mamans, Alors, en fait, c'est que ce qui est fou dans cette histoire de vaccination des femmes enceintes, c'est que les femmes enceintes n'ont pas fait partie de l'essai clinique, puisqu'elles ne peuvent pas faire partie d'un essai clinique au départ, puisque, en fait, pour la protection de la mère et de l'enfant, elles en sont automatiquement sorties. Mais ils ont quand même vacciné les femmes enceintes. Alors après, ils se sont sentis obligés de faire un essai clinique sur les femmes enceintes, mais au départ, on les a vaccinées alors même qu'il n'y avait absolument aucune donnée. Oui. Ce qui est d'autant plus une folie que là, on a vacciné contre la Covid, c'est-à-dire contre le SARS-CoV-2, et donc ces vaccins ARN messagers produisent de la protéine spike légèrement modifiée, elle est modifiée sur 2 acides aminés sur les 1273. Donc, on injecte de la protéine spike et on sait que cette protéine spike se fixe sur le récepteur ECA2, gêne la dégradation de l'angiotensine 2 et que l'excès d'angiotensine 2 est capable de stimuler un récepteur qui est délétère qui s'appelle AT1R. Donc, ce récepteur AT1R est très délétère. Mais on sait que le système rénine-angiotensine, il contrôle au niveau donc, de l'embryon puis au bout de 10 semaines du fœtus, qui contrôle la production en fait des organes. Il contrôle la fabrication des organes, la mise en place des organes, ce qui veut dire que et ça on ouvre la détecte porte. les éléments du système rénine-angiotensine après la conception, on les détecte au bout de 2 semaines. Et ça ne veut pas dire qu'ils apparaissent au bout de 2 semaines, ça veut dire qu'on les détecte, mais ils sont évidemment présents dès le début. Et ce sont eux qui contrôlent, en fait, ce sont les éléments du système rénine-angiotensine qui contrôlent la fabrication des organes. Hein. Oui, donc ce que je voulais Au dire, c'est niveau que ça ouvre la porte à des malformations de tout ordre. Oui, on voit qu'il y a eu une augmentation de la mortalité infantile, des morts-naissances, Les tableaux du justement, dans le pendant premier la crise Covid. et les tableaux du VERS qu'on avait mis dans le premier livre sont tout à fait significatifs. Alors, c'est vrai que le VERS, ce ne sont pas les morts avérées, mais les morts soupçonnées. Hein. C'est de la pharmacovigilance, donc des rapports. Enfin, c'est un indicateur très puissant, sachant qu'en plus, tous les rapports n'ont pas été faits. Hein. On pense que c'est 1 sur 100, parce que les médecins Oui, ne pouvaient pas faire les rapports. Les patients ne savaient pas comment faire, parce que c'est des tonnes et des tonnes de paperasse. Et effectivement, on voit les morts-naissances grimper, pour les jeunes, les myocardites grimper, la mortalité grimper. C'est la pharmacovigilance est tout à fait affolante, alors même qu'on est certain que tout n'est pas rapporté. Et loin de là. Voilà. oui. D'après Kennedy, c'est important. Généralement, l'estimation, c'était 5 à 10%, mais en fait, c'est encore moins que ça. Et il faut préciser que les rapports
qui ont été faits sur les effets délétères des vaccins anti-Covid au VAERS, le nombre est supérieur à l'ensemble de tous les vaccins sur une période de 36 ans, de tous les autres vaccins, hein. Ce qui montre Moi, je que suis c'est une allée folie, voir tout en sur... sachant que justement les remontées VAERS représentent 1% des effets secondaires réels. Effectivement, j'ai regardé par exemple les vaccins, mais j'ai aussi regardé d'autres médicaments comme l'ivermectine ou l'azithromycine, toutes ces choses-là. Et il n'y a jamais eu autant d'effets secondaires de signalés que les vaccins Covid. Jamais. Aucun médicament, aucune injection, rien ne rivalise avec tous ces effets secondaires. Et pourtant, on continue à les nier, surtout en France. Oui, Non, oui. mais c'est En d'autant France plus ou en choquant. Europe. Oui, c'est d'autant plus choquant que, si vous voulez, quand on a un vaccin, quand il n'y a pas d'AMM, mais un vaccin en urgence, normalement, on ne vaccine absolument pas toutes les populations. Donc là, c'est du jamais vu. De vacciner aussi vite, y compris des enfants, des jeunes, c'est complètement inédit. L'autre chose, c'est qu'on a quand même changé la définition du mot vaccin en 2021, hein. Moi, je m'en suis rendu compte, ouais. Un vaccin était censé conférer une immunité et en 2021, le vaccin stimulait le système immunitaire sans qu'on sache exactement si ça conférait une immunité et à quel niveau d'immunité on pouvait s'attendre, hein. Mais en tout cas, on a bien vu que les vaccinés tombaient malades. Donc, et puis de l'avis même de Janine Small au Parlement européen, l'efficacité sur la transmission et la contamination n'a pas été testée. Donc on se demande bien pourquoi il y a eu le pass sanitaire, le pass vaccinal, et pourquoi on a embêté les soignants. Ça n'avait pas lieu d'être, hein, puisque la transmission, la contamination n'avait pas été testée et qu'on voyait parfaitement, même pas au bout d'un certain temps, tout de suite, très rapidement, que les vaccinés pouvaient attraper le Covid. Ouais. J'avais fait ce constat très rapidement et c'est pour ça que j'ai commencé à m'interroger. Après la vaccination massive en Israël, Mm. d'un seul coup, il y avait une vague de Covid. J'ai commencé à observer et je me suis rendu compte que dès qu'il y avait une vague de vaccination, il y avait une vague derrière de... Oui, oui. Ça s'explique par un phénomène que j'avais décrit, j'avais fait un article dessus. À l'époque, cet article avait été attaqué parce que j'avais parlé du phénomène ADE, c'est la facilitation de l'infection par les anticorps. Et j'avais parlé également du phénomène ERD qui inclut l'ADE, qui est justement l'augmentation de la facilitation en fait des maladies respiratoires. Et ce qui se passe, c'est quand on injecte la protéine spike un certain nombre de fois avec les rappels vaccinaux, on a non seulement une production d'anticorps neutralisants, ce qu'on recherche dans le cadre d'une vaccination, mais aussi une production d'anticorps neutres et surtout des anticorps facilitants. Donc ce sont des anticorps qui, contrairement aux anticorps neutralisants, vont faciliter l'infection. Et c'est un phénomène qui a été décrit déjà pour des tas de microbes, hein, pour le VIH, pour la dengue, pour le virus Zika. Ce sont des anticorps qui vont se fixer sur le microbe et la fraction constante de l'anticorps va être reconnue par un récepteur particulier qui s'appelle le récepteur Fc gamma. Donc il y a le Fc gamma R2A, R2B, R3A, et on sait que justement la fixation d'anticorps facilitant sur la protéine spike du SARS-CoV-2 peut permettre une infection, par exemple, de macrophages via ces récepteurs. Et c'est un phénomène qui est bien décrit. Et c'est pour ça qu'on voit des grands pics d'infection, parce que quand on est vacciné, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances d'être infecté si on est au contact ultérieurement du virus. Ouais. Donc on peut s'interroger de Alors, l'utilité de la alors, vaccination. ils ont résolu le problème en imposant une période silencieuse après la vaccination, c'est-à-dire pour éviter le grand pic d'infection. Ben voilà, on considère pas une période de 2 semaines après l'injection vaccinale, comme ça, on voit pas cet énorme pic d'infection quoi Ouais. apparaître. Donc en fait, tout est fait quand même pour masquer les problèmes de ces vaccins, hein. Aussi bien les effets indésirables que D'autant l'infection facilitée. qu'avant, si ma mémoire est bonne, on ne vaccinait pas pendant une épidémie, on vaccinait avant pour la Oui, prévenir. oui, tout à fait, oui. Le Oui, principe de oui. blister. Mais là, ils font pareil avec les animaux, hein. On ne vaccine jamais normalement en pleine épidémie parce que Mais justement, ça peut Ça favorise les créer un... résistants, etc. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu... Ah oui, non, mais mais j'avoue que oui, c'est votre livre effrayant. m'a... Ce qui se passe, tout est fait à l'envers, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable ce qui se passe. En tout cas, il n'y a plus rien de sanitaire, hein. Et puis la science, elle a été jetée aux orties, hein, comme dirait le Oui, professeur puis en plus, Pellon. maintenant, il y a une défiance, mais on se demande plus... Enfin, certaines personnes se demandent plus pourquoi, mais il y a encore beaucoup de gens qui font Oui, confiance à la science. oui, oui.
Ben, le problème, c'est qu'il y a l'OMS aussi qui est derrière tout ça. Bon, il faut rappeler que la plus grande partie de son financement, ben, c'est par les big pharma, hein, donc voilà. Et les gens considèrent l'OMS justement comme la seconde maman, hein, donc on peut pas imaginer que l'OMS prenne des décisions qui Bien soient sûr. Qui aille à l'encontre de l'humain. à l'encontre de l'humain et puis du maintien de la santé en fait des personnes, hein. Donc effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Et ça Mm. pose des problèmes, on va dire, biologiques pour l'humain, pour les animaux, mais aussi là où ça s'étend, c'est la vaccination par exemple, des poissons. Est-ce que dans l'écosystème de la mer, dans les fermes d'élevage, surtout, c'est ce qui est le plus horrible, est-ce que ça se répand pas dans la mer et que ça va affecter la faune et la flore? Est-ce que ça, on en tient compte? Ah non, on n'en tient pas compte, mais c'est un risque réel. C'est fait pour vacciner en pisciculture, hein, parce qu'on ne peut pas vacciner les poissons de mer normalement. Donc Mais en pisciculture, c'est clos où l'eau passe. en fait, c'est clos et c'est pour ça qu'il y a plus de virus. Les poissons comme le saumon, la truite sont déjà vaccinés. Avec des vaccins soit inactivés, soit au Canada à ADN, ce qui est alors là vraiment très inquiétant, puisque là, même l'Europe n'en a pas voulu. Et il y a donc des projets d'ARN messager. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de choisir son poisson venant de la mer, plutôt même de l'océan, puisque c'est pas une mer fermée et que du Bien coup, il y a sûr. moins de mercure, ce genre de choses. C'est le mieux qu'on puisse faire. Après, je sais pas, Jean-Marc dira peut-être s'il peut y avoir une contamination de la mer par rapport au vaccin, mais là, moi, je parlais vraiment en pisciculture, hein, dans un endroit clos, quoi, une ferme aquatique. Les saumons sont faits pour remonter le courant. C'est des compétiteurs, des sportifs, et on les enferme dans des enclos où ils tournent en rond. Il y a une vidéo qui a fait fuiter en fait ce qui se passe dans les piscicultures, où les poissons sont complètement abîmés, ils sont à moitié vivants, mais ils ont les poux du saumon, et on nous les sert quand même dans les assiettes, mais c'est surtout qu'ils sont maltraités parce qu'ils tournent en rond alors qu'ils sont censés remonter les courants. Rien que ça fait du saumon hyper gras, parce que le saumon d'antan, vous l'avez connu comme moi, il n'y avait pas de truc blanc là au milieu de la chair. Et là, maintenant, même dans les pubs, ils mettent les trucs blancs comme si c'était quelque chose de normal. Non, c'est des saumons qui sont gras et donc qui sont flemmards et qui n'ont pas remonté le courant. Et puis avec la vaccination, ça va ajouter à la maltraitance, hein, des animaux, puisqu'ils sont enfermés dans des trucs clos. Et en plus, ils vont nous empoisonner avec les vaccins. Enfin, ça n'a plus de sens. Enfin, ça ne peut pas nourrir les gens. Les vaccins sont déjà là, mais pas ARN messager. D'accord. Euh, C'est à venir. alors là, pour le coup, c'est un projet, c'est pas comme le canard. Par contre, ils sont à ADN déjà au Canada. Donc, si on va outre-Atlantique, ou si on reçoit du poisson du Canada avec l'accord CETA, hein, puisque nous allons avoir bientôt le Mercosur, mais nous avons déjà un accord agricole avec le Canada et nous recevons déjà plusieurs produits. Là, je ne sais pas, hein, il n'y a pas de garantie. Le vaccin ADN, peut-être que Jean-Marc voudra en dire un Oui, je mot, veux mais bien parce que C'est depuis quelle 2006, ça, depuis incidence? 2006. Ce qui est plus inquiétant, c'est que au Canada, j'ai l'impression que c'est vraiment une plateforme de lancement en fait des ARN messagers, notamment auto-amplifiants, hein, puisqu'ils ont commencé justement avec Oui. le vaccin contre la grippe porcine, ARN messager auto-amplifiant dès 2012, hein. Et puis il y a eu l'acceptation de la plateforme Sequivity de Merck Animal Health, qui est une plateforme à réplicon d'ARN et qui correspondent en fait à de l'ARN messager auto-amplifiant. Donc la technologie est différente, mais la finalité c'est la même, c'est-à-dire que on a un ARN messager qui contient un complexe réplicase qui permet de produire de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Et là, Voilà. on devrait avoir plus de recul puisque ça date de 2012. On pourrait se dire, ils ont fait des progrès, ils ont sécurisé tout ça, non? Je crois qu'ils n'ont rien sécurisé du tout parce que déjà ça avait été mis sur le marché avec une étude qui était très très limitée, hein. C'était que quelques centaines de porcs, hein, dans 4 fermes, notamment aux États-Unis. Et on a vu ce que ça donne récemment, hein, l'auto-amplifiant, justement avec ce fermier américain Mm. qui a injecté avec de l'ARN messager auto-amplifiant ces 525 porcs, avec 137 porcs qui posent des problèmes, dont 25 sont déjà décédés au bout de 21 jours, au bout de 3 semaines, hein. Donc, Donc, c'est quoi la répercussion dans le corps humain une fois qu'on a ingéré de la viande de ce type, enfin, qui est eh vaccinée? ben, c'est justement le problème. J'ai vu donc un post qui montrait que sur un animal qui a été injecté dans la viande, il retrouvait encore de l'ARN
messager auto-amplifiant fonctionnel. Et est-ce que ça peut C'est changer passé. quelque chose dans notre corps à nous? Oui, ben, tout à fait, parce que on va ingérer en fait un complexe réplicase. Ça veut dire qu'on va avoir potentiellement un complexe réplicase qui se promène dans l'organisme humain. Et lui, il est capable de fabriquer de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer parce que On va devenir des l'organisme mutants? humain est rempli d'ARN. Bon, heureusement qu'on a les ARN parce qu'on ne pourrait pas survivre autrement. Mais là, je veux dire, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est forcément dangereux parce que ça ne peut pas être bénéfique. Hein. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas bénéfique. Oui, puis qu'en plus, ça se transmet Voilà. d'une Ben, génération. il suffit de voir déjà ce que ça donne. Hein. Je veux dire, les vaccins ARN messagers, déjà ce qu'ils donnent, on voit en termes d'effets indésirables ce que ça donne. Donc, imaginez un vaccin à ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire que là, on contrôle encore moins. Oui, ça veut On dire que contrôle lui, il ne simplement. s'éteint pas, il se renouvelle sans cesse. Et Voilà. il va sur des organes différents, avec des conséquences différentes selon le terrain, en fait, de chaque individu. Oui, 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 ça va dépendre ça va dépendre de la génétique Oui. des personnes, notamment de leur complexe majeur d'histocompatibilité. Ça va dépendre de leur complexe HLA, hein, parce on n'est pas égaux. Ça va dépendre de la présence ou non de comorbidité. Par exemple, on sera plus sensible si on a des troubles, par exemple, si on a de l'hypertension, si on a un diabète de type 2, si on a une maladie auto-immune, si on a un cancer, ben si on est obèse, on sera déjà plus sensible justement à des effets délétères potentiels de ces molécules, hein, puisqu'on a déjà un dérèglement du système rénine-angiotensine. Donc, Excusez-moi. Plus oui, oui, non, on avance, plus. c'est plus qu'inquiétant parce que là, les autorités font n'importe quoi. Hein. Oui, et En puis tout par cas, exemple, pourquoi vouloir vacciner les salades et les épinards? Enfin, ils n'ont pas oui, oui. des maladies qui peuvent se transmettre à l'homme et qui seraient dangereuses pour Ben, l'homme. ça peut être utilisé comme plateforme de vaccination ou bien ça peut être utilisé justement pour produire un vaccin. Et on sait qu'on peut produire des vaccins dans différents par exemple dans la laitue, dans le riz, dans les épinards, enfin, on peut le produire dans des plants de tabac, puisque ça avait été fait avec la société Medicago, là, avec un vaccin anti-Covid qui était produit à partir de plants de tabac, enfin, proches du tabac. Donc on sait qu'on peut exprimer des ARN messagers dans ces plantes, mais ce qu'il y a, c'est que ces ARN messagers sont récupérés, sont purifiés pour servir en fait de vaccin à l'heure actuelle. Ou bien alors, on peut faire produire à partir d'ARN messagers justement des protéines antigéniques et ces protéines antigéniques sont purifiées pour servir de vaccin. Mais là, ce qu'ils développent, c'est la production en fait d'ARN messagers qui vont servir à vacciner les personnes qui vont On les va consommer. gérer. Mais là, c'est déjà plus délicat parce qu'un ARN messager, c'est fragile. Donc, quand on le met dans des nanoparticules lipidiques ou des nanoparticules d'oxyde de fer, ben, on les protège et ça permet de vectoriser plus facilement, bien sûr, l'ARN messager à l'intérieur des cellules, là où il pourrait être traduit justement en protéines antigéniques. En fait, il y a plusieurs projets. Il y a les projets de vacciner les plantes pour les protéger des maladies qui remplaceraient des pesticides, des choses comme ça. Mais il y a les projets dont vient de parler Jean-Marc, et il y a aussi les projets des légumes vaccinaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la salade qui produit de l'ARN, vous mangez votre salade et vous vous vaccinez. Non pas par injection, mais par ingestion. Donc ça, c'est complètement futuriste, mais il faut savoir que dans les années 90, ça a existé. Pas avec l'ARN messager, mais avec... enfin, Charles Hansen a essayé de fabriquer un vaccin contre le virus de Norwalk, qui fait la maladie de la gastro-entérite, hein, en fabriquant un vaccin dans la c'est la pomme de terre qui vaccinait, ça a été testé, et les gens ont produit quand même des anticorps. Alors lui, il avait pour idée, si vous voulez, une idée qui est d'ailleurs parfois reprise aujourd'hui, de pouvoir vacciner les populations pauvres, et donc que tout le monde, Beaucoup. Mm. voilà, que tout le monde ait accès à la vaccination, voire même des particuliers qui pourraient avoir leur petit potager vaccinal. Donc je crois que dans les années 90, il n'y avait pas forcément de mauvaises intentions, même si on peut trouver ça un peu fou, c'était un peu un rêve utopique. Aujourd'hui, ils reprennent ce narratif pour donner accès à la vaccination à toutes les populations, mais c'est peut-être un peu différent. Et puis avec l'ARN messager, c'est quand même un peu plus inquiétant. Voilà. Oui, puis en plus, on se dit, si les plantes, les légumes, les animaux, il ne va pas y avoir une survaccination délétère, voire létale. On ne peut pas subir tout ça sans que c'est une incidence dans le corps. Oui,
De toute façon, à plus ou moins long terme, ça va être problématique, hein, puisque là, ils font des approches vaccinales à ARN messager, généralement auto-amplifiants, mais pour les ovins, les bovins, les volailles, même les animaux domestiques, hein. Par exemple, Merck Animal Health a déjà développé 3 vaccins à réplicon d'ARN, qui sont en fait des ARN messagers auto-amplifiants, pour les animaux, contre la rage, contre la grippe canine et contre la leucose féline, hein. Et ils sont au point, ils sont sur le marché, hein. Donc Vous déjà, allez sur... oui, c'est en vente. C'est en vente. Ça coûte à peu près 320 $. Vous allez sur un site comme eBay Monde et puis vous pouvez en acheter, hein. oui, non, merci. Oui, non, c'est pas recommandé, non. À moins que vous voulez vous débarrasser de Non, votre animal de justement, pas. compagnie, mais oui. Quelqu'un a dit l'autre jour qu'il avait vacciné son chien avec le vaccin ARN messager auto-amplifiant contre la rage et que maintenant le chien avait la rage. Je ne Oui, sais pas. oui. Non, mais de toute façon, c'est de la folie. C'est un poison, hein. Je veux dire, Est-ce que c'est un c'est pas témoignage un vaccin. fiable? Oui, ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, c'était un post. Est-ce que c'est fiable ou pas? Bon, de la même manière, on n'a pas complètement Mais bon, éclairé. c'est pas non plus impossible, hein. Oui, C'est possible, mais c'est peut-être lui qui avait la rage. Mais... c'est ouais. possible, mais c'est comme le fermier américain. Bon, on n'a pas été vérifié sur place pour voir l'état des porcs, ceux qui étaient morts. Mais enfin, il a posté Oui. ça. Pourquoi il posterait ça? Un agriculteur, vous voyez, qui poste ce genre de choses. Je pense qu'il le fait pas pour rien, quoi. Enfin, Bon, bien sûr, il essaye de dénoncer, parce que le pauvre, il doit être dans tous ses états. Et d'ailleurs, on va parler de l'acharnement sur les cheptels de vaches, qu'il s'agisse d'éradication pour des maladies non transmissibles à l'homme ou bien du rôle de leur paix et de leur rôle dans l'espace sidéral du réchauffement climatique. Selon vous, qu'est-ce que cela suggère? Pourquoi on fait ça? Enfin, si les maladies sont pas transmissibles à l'homme, il y a des tests qui peuvent dire, bon, telle maladie, telle vache est atteinte. Donc on peut l'isoler le temps qu'elle soit soignée. Pourquoi il y a surtout cette année, cette éradication systématique des cheptels? Oui. Enfin, quelle est la volonté derrière ça? Alors, il y a, à ma connaissance, l'Union européenne qui a demandé à la France de réduire le cheptel de 30%, hein, Ça peut je être une crois, à raison. l'horizon de 2030, hein. Et En surtout que tout c'est cas, d'autant plus étonnant que on importe bien sûr, ouais. de la viande de pays où il y a beaucoup moins de contraintes sanitaires qu'en France. C'est complètement fou. tout est fou. Si vous voulez, ils partent du principe qu'il y a le réchauffement climatique et que le méthane, notamment de ces pauvres vaches, le méthane qui est censé avoir une incidence sur le climat, donc 95% du méthane viennent des rots et le reste des vaches, serait la cause du réchauffement climatique. Alors vous avez raison de souligner cette question puisqu'ils parlent de ça, mais en même temps, nous importons du bœuf de Nouvelle-Zélande, bientôt du Brésil, dans des conditions sanitaires qui ne sont pas les nôtres, hein. C'est-à-dire, les vaches ne sont pas nourries de la même manière, elles ne voient jamais l'herbe. Dans des fermes au Brésil, on les fait grossir artificiellement avec des produits pas possibles, enfin, des hormones, des choses comme ça. Mais par contre, le réchauffement climatique ne les gêne pas, si vous voulez, alors que le coût carbone, quand on amène un animal du Bien Brésil sûr. de Nouvelle-Zélande, est quand même assez hallucinant. Donc déjà, il y a un paradoxe par rapport à ça. Ils ont aussi failli abattre 200 000 bovins en Irlande au nom du réchauffement climatique. Ils ne l'ont pas fait. Là, on n'entend jamais les soi-disant associations défenseurs de la cause animale. Là-dessus, c'est bouche cousue. Ah Donc, oui, ils sont inexistants, oui. c'est complètement inexistant. Ensuite, là, vous soulignez par exemple par rapport à la dermatose nodulaire contagieuse, c'est vrai que ça n'est pas transmissible à l'homme, ça n'est pas transmissible entre les vaches, il faut un vecteur avec soit une lactique ou un insecte, et puis effectivement, elles n'en meurent pas, donc on pourrait très bien les isoler, et la plupart n'en meurent pas, mais on pourrait aussi les soigner, éventuellement, qu'elles guérissent plus vite et que éventuellement ça laisse moins de séquelles. Là, on isolerait, on testerait l'ivermectine vétérinaire ou un antibiotique. On verrait peut-être ce qui marche le mieux. Ça serait ça une démarche raisonnable. Hein, parce que d'éliminer tous les cheptels, c'est très dangereux au niveau génétique, puisque c'est une génétique qui s'est construite depuis des années. Il y a la sélection, les fermiers ont soigneusement sélectionné. Et si on abat ces cheptels, on risque de se retrouver avec juste des cheptels industriels homogènes. Et là, quand il y aura des virus et des bactéries, ça peut devenir vraiment très, très dramatique. Très dramatique. Parce que moins il y a de diversité, plus c'est dangereux. Mais oui, bien sûr. Surtout que on va devenir dépendant de ce qui vient d'ailleurs, hein, parce qu'on voit ça pas seulement sur les vaches. C'est comme s'il y avait une volonté qu'on soit sans ressources, qu'on soit sans arrêt obligé d'importer.
qu'on soit plus autonome. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, hein. On est de Oui. moins en moins autonome. On est en train de perdre le fil de ce qu'on était, hein, et on voit ça dans plein de domaines dont on va pas Ah ben parler. là, c'est une dictature sanitaire, hein, là, clairement, hein. Mais c'est vrai qu'on est plus autonome en industrie alors qu'on l'était complètement avec l'électricité, notamment grâce au nucléaire, hein. Mais bon, les lobbies contre le nucléaire sont intervenus, les Allemands d'ailleurs ont été contre nous. Maintenant, on leur vend de l'électricité, c'est complètement aberrant. Mais c'est vrai qu'on est en train de perdre l'autonomie et la souveraineté dans de très, très nombreux domaines. Ça veut dire que ça va être au bénéfice de l'Europe, mais qui n'en a rien à faire de nous. Enfin, c'est complètement fou. On voit bien qu'elle contribue largement à nous appauvrir dans tous les sens du terme. Donc, il n'y a pas une volonté de sauver les pays européens, hein. Ce que je dis, ça n'engage que moi, hein. Mais alors, pour revenir au sujet, il y a quelque chose qui me taraude, parce que même dans ce qu'il y a dans le ciel, là, des tonnes de pesticides, ça a été révélé récemment, ce qu'il y a déjà dans nos assiettes, parce que la vaccination n'est qu'une part infime de tout ce qui se passe aujourd'hui, hein. On voit bien avec les PFAS, les perturbateurs endocriniens. Enfin, la liste est tellement longue que je ne vais pas la dire ici. Mais il y a une question qui me taraude. Comment ceux qui mettent tout ça en place pour parler de ces technologies, comment eux peuvent y échapper? Parce que si jamais les légumes, les machins, tout est vacciné et il va Oui. nous Ben, impacter, comment eux vont échapper à ça? En dessous de 250 bêtes, la vaccination n'est pas obligatoire, ils peuvent avoir leur propre élevage. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que les sociétés qui fabriquent des ARN messagers contre les différents microbes Oui, connaissent la structure en fait chimique de l'ARN messager, puisque c'est eux qui oui, définissent la séquence, hein, c'est-à-dire l'enchaînement des nucléotides. Et on sait qu'il y a une partie de l'ARN messager qui s'appelle la région 3' unitaire. Elle contient donc un site de fixation aux ARN interférents, qui sont soit des miARN, soit des siARN, c'est-à-dire soit des micro-ARN, soit des petits ARN interférents. À partir du moment où on connaît la structure de la région 3' unitaire, hein, puisque c'est eux qui produisent l'ARN messager, eh ben, on peut établir en fait quel est l'ARN interférent qui serait capable de neutraliser l'activité justement des ribosomes qui seraient capables de traduire donc cet ARN messager en protéines antigéniques. Ça veut dire que quelque part, ils auraient un moyen de bloquer l'action d'ARN messager dont le produit serait délétère. oui. Puisque un ARN interférent, il se fixe sur un ARN messager et il bloque l'étape de traduction, voire dans les meilleurs cas, il coupe l'ARN messager pour le rendre non fonctionnel, en cas d'appariement parfait entre la région 3' unitaire et la séquence de l'ARN interférent. Donc, en fait, oui, c'est forme de... Oui, c'est-à-dire que la parade contre un ARN messager délétère existe justement avec l'ARN interférent. Donc, Mais le commun des les mortels ne connaît pas la privilégiés, structure de voilà. l'ARN interférent. En Ça. fait, il faut que ce soit le producteur qui sait quelle est la séquence de l'ARN interférent qui peut neutraliser justement l'ARN messager qui vaccinal, quoi. Et c'est l'antidote. Oui, Il doit de l'antipoison. C'est ça. Ce sera accessible qu'à certaines personnes. On se demande lesquelles, hein. ah oui, 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 on peut se demander, oui. On peut pas, mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions sur tout ce qui est fait, hein. Donc, ils nous traiteront de complotistes, hein, mais bon, on s'est posé un certain nombre de questions en 2020-2021. Il se trouve que on nous a traités de complotistes et que peu à peu, on se rend compte que Les c'était... complotistes ne sont pas ceux Bien qui sûr. sont censés être complotistes, oui. Oui, moi, c'est ce que j'ai écrit derrière la quatrième de couverture de mon livre, qu'un jour, on Mm. découvrira que les complotistes Oui, d'aujourd'hui seront les héros de demain. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, parce que c'est très, très compliqué de parvenir à saisir la vérité. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui se mouillent pour qu'on sache un peu la vérité, parce qu'en plus, la désinformation, les fake news, c'est très compliqué d'avoir accès à de la vraie information. Et puis, en plus, vous, comme d'autres, hein, les Fouché, Péronne, vous mettez vos carrières en péril. Vous n'avez rien à gagner à divulguer ce que vous dites. oui, Donc, ça c'est sûr, oui. Mm. vous avez plutôt tout à À part perdre. s'ennuyer, oui. Oui, Oui. et donc ça, déjà, les gens devraient en tenir compte quand ils pensent à ça, quand ils traitent les gens de complotistes. Moi aussi, hein, je suis taxée de complotisme. Bon, il y a un moment. Il y a eu un phénomène religieux. Alors là, je fais une petite parenthèse par rapport à la biologie, mais en 2021, moi, ça m'avait beaucoup interloqué parce que vraiment, le débat n'était pas possible. Celui qui doutait blasphémait, celui qui questionnait trahissait. Et si vous voulez, il y a eu un phénomène, oui, de religieux, de dogme, hein. On n'était pas en droit de questionner la vaccination. Et bien sûr,
c'est pas une religion avec Dieu, hein, c'est une religion sans transcendance, mais avec beaucoup Sûr. de saints. Ah, il fallait chasser l'impur de la communauté, il fallait protéger, purifier le corps par la vaccination. On avait l'impression que les phaïsérisés étaient les nouveaux baptisés, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a une idéologie, presque une religion du tout vaccinal. Les pays qui ont un peu déserté, je ne prêche pour aucune religion, je dis ça de manière neutre, mais les pays qui ont un peu déserté certaines religions, or il y a une déchristianisation chez nous, se tournent vers des religions de substitution, des religions sans Dieu. Donc ça peut être le climat, ça peut être plein de choses, où tout d'un coup, il n'est plus possible de discuter du dogme. On est censé tout accepter. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, ah non, je t'en prie, ne me parle pas de ça. C'était vraiment un véritable scandale, hein. Donc, on ne pouvait. Or, comme je dis toujours, la réflexion de Pasteur était catholique, mais il disait quand je rentre dans mon laboratoire, je laisse ma croyance au vestiaire. Bien Voilà, sûr. confondre. On peut très bien être croire, mais en même temps questionner quand il s'agit de science ou d'autre chose. Ouais. C'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe, on se demande Si on nous veut vraiment du bien. Quand on analyse les faits, on en arrive à cette conclusion. Pourquoi? Parce qu'on vaccine à tout va alors qu'il y a plein d'effets secondaires, qu'on devrait tout arrêter. On cache ces effets secondaires au maximum, on censure ceux qui en parlent, on bloque les molécules d'intérêt qui pourraient soigner. Enfin bon, donc on arrive dans un monde où, Oui, quand on d'ailleurs, c'est regarde ça les... aussi qui m'avait aussi interpellé lors du vaccin Covid, c'est qu'il n'y avait pas de traitement qui existait. Et c'est pour ça qu'on nous a soignés, enfin, qu'on a soigné les gens au Doliprane, pour que ça ne soigne pas, ça n'a pas de vertu. Au contraire, parce que dans le Doliprane, il y a du paracétamol et la paracétamol Ça nous met endort. en déficience de glutathion, qui est Ah un oui. antioxydant qui est très important pour le corps humain, notamment pour se préserver des effets néfastes de la spike virale vaccinale. C'est encore pire que ce que je croyais. Ouais. C'est Mais terrible. c'est ça, Et c'est donc, pourquoi les autres trucs, on dit non, 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 il y a pas de, rien d'autre ne marche. Alors qu'avant, les médecins pouvaient, par rapport à des symptômes, dire voilà, le traitement. Et c'est comme si d'un seul coup, on disait aux médecins non, vous balayez tout ce Ah que oui. vous savez, il n'y a que le Ah, mais Doliprane, sinon les urgences. c'était important qu'officiellement rien ne marche, Mais oui, parce parce que que à cause de ces la vaccins, entre guillemets, ont été mis sur le marché, justement, ont été conditionnellement. autorisés en utilisation de masse chez l'homme, justement, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de thérapie connue, il fallait en tout cas reconnaître. officiellement. C'est ça l'importance de l'autorisation de mise Oui, sur le marché conditionnelle. conditionnel, ouais. Tant qu'on Et était sur conditionnel, il ne pouvait pas y avoir de traitement. Voilà, il fallait reconnaître aucun traitement. C'est pour ça qu'il y a eu un chercheur qui était intéressé par l'ivermectine et il a eu des pressions. Et après, il a changé d'avis, hein, Andrew Hill, qui au départ s'intéressait beaucoup et avait dit qu'il y avait des résultats très intéressants sur l'ivermectine. Non, mais ils ont bien fait les choses, hein. Avec Jean-Marc, on a fait une partie 2 dans le précédent livre où on a montré que tout ce qu'ils avaient fait, il fallait pas le faire. Même par exemple, l'ibuprofène peut avoir une vertu anti-inflammatoire que n'a pas le Doliprane. Or, ils ont fait peur avec l'ibuprofène. Après, l'OMS a dit il n'y a pas de problème avec l'ibuprofène, l'Espagne, même les Anglais. Mais nous, la NSM continue à dire qu'il y avait des problèmes avec l'ibuprofène. Il y a eu, c'était le seul anti-inflammatoire en vente libre, hein, en France, hein. Ouais. voilà. Mm. En Ensuite, il y a plus, eu le décret du 18 mai 2020. Ils se sont inquiétés du fait qu'ils ont vu quand même que les médecins préconisaient l'azithromycine et prescrivaient l'azithromycine parfois et qui était effectivement l'antibiotique à prescrire pour le Covid. Ils ont commencé à dire, oui, mais il n'y a pas eu d'études cliniques par rapport au Covid, par rapport à l'azithromycine. Et ils ont indiqué l'amoxicilline. Sauf que l'amoxicilline ne marche pas. Mais en fait, on peut se dire, c'est quand même étrange d'indiquer l'amoxicilline parce que là non plus, il n'y a pas eu d'études cliniques. Alors pourquoi oui. vous plaignez du manque d'études cliniques sur l'azithromycine et vous préconisez l'amoxicilline où il n'y a pas non plus d'études cliniques? Et il n'y a eu que des choses comme ça. Tout était comme ça, c'est-à-dire ils n'ont pas non plus dit qu'il fallait avoir un oxymètre de pouls parce que l'hypoxie étant une phase très très dangereuse, il faut partir à l'hôpital en dessous de 95 et même c'est très limite, hein. Donc ils auraient pu dire aux gens équipez-vous d'un petit oxymètre de pouls, ce qui aurait sauvé des vies, puisque l'hypoxie, quand on s'étouffe, c'est déjà trop tard. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hypoxie heureuse. Non, non, toutes les consignes qu'ils donnaient, c'est éternuer dans votre coude. Ensuite, ils ont dit les antibiotiques ne servent à rien contre les virus. Mais le SARS-CoV-2, comme le dit très bien Jean-Marc, c'est un bactériophage, hein. Donc il y a une interaction virus-bactérie. Donc déjà, ce qu'ils disaient sur les télés était complètement faux. Ouais. Ouais. Et on pourrait déconstruire, comme on a déconstruit d'ailleurs dans le premier livre, complètement ce narratif qui est faux. Vous prenez chaque point, tout est faux. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, votre bouquin. C'est une pépite tellement il y a d'informations. On pourrait rester des heures à en discuter.
Voilà, si vous voulez réfléchir à ce que j'ai oublié, quelque chose d'important dont on n'aurait pas parlé. Je crois qu'on a abordé En pas mal fait, c'est de vrai qu'on l'a sujets. abordé dans les grandes lignes, mais Oui. je ne sais pas si je ne l'ai pas Jean-Marc, je pourrais complet. quand Alors, il y a même, la possibilité aussi de faire une deuxième émission en reprenant justement peut-être Bien des points sûr, qui bah, n'ont pas si vous été le abordés. souhaitez, moi Oui. je suis d'accord. Jean-Marc peut quand même dire le système rénine-angiotensin, Oui, quelque chose, pourquoi la spike vaccinale faisait exactement les mêmes Les problèmes pathologies Covid, oui. secondaires, la spike virale, et peut-être aussi dire que quand les gens ont des Covid longs vaccino-viraux, il y a quand même des solutions. Disons que dans le cadre des vaccins ARN messagers anti-Covid, donc on fait produire donc à partir des ARN messagers pour les vaccins Comirnaty et Spikevax, on fait produire de la protéine spike en très grande quantité, mhm, puisque les quantités, c'est 14 000 milliards de molécules d'ARN pour le Comirnaty et 47 000 milliards pour le Spikevax de Moderna, pour les formes adultes. Et donc, cette protéine spike est délétère parce qu'elle reconnaît donc le récepteur ECA2 et donc gêne la dégradation de l'hormone qui suractive son récepteur, qui est problématique parce que quand il est suractivé, il peut provoquer des tas de troubles. Notamment, il provoque de l'hypertension, il provoque un stress oxydant, il provoque une inflammation, une désaturation du sang en dioxygène, une hypoxémie, il provoque une hypoxie, donc une déficience d'alimentation en dioxygène des tissus et des organes, il provoque une fibrose ou une hypertrophie d'organes, et puis il fait chuter le monoxyde d'azote, qui est une molécule vasodilatatrice, qui est aussi impliquée dans les phénomènes cognitifs, de mémorisation, les phénomènes inflammatoires et immunitaires. Voilà. Alors, quand on souffre de problèmes de Covid long, ou bien alors quand on est infecté par le virus, à ce moment-là, il faut aider l'organisme à s'en sortir. Et pour ça, il faut privilégier donc une prise importante de vitamine D. La vitamine D qui va être donc très bénéfique. Il faut avoir un taux plasmatique de calcidiol, qui est une forme monomodifiée de la vitamine D, supérieur à 50 nanogrammes par millilitre. oui. Donc ça, c'est le minimum. Il faut prendre du magnésium avec, à peu près 300 milligrammes. Alors, il y a D'une plein de part, parce types de que magnésium, lequel vous préconisez? le bisglycinate, il y a le bisglycinate qui est très bon, il y a le taurate qui est très bon. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, parce qu'il y a le citrate, il y a l'oxyde de magnésium, et ils ont chacun un petit peu leur particularité. Le meilleur, c'est le bisglycinate, d'une part parce qu'il provoque pas de diarrhée, et en plus, il est très bien absorbé. Et il fournit donc de l'acide aminé glycine qui est très important à la fois pour le fonctionnement du récepteur NMDA, N-méthyldeaspartate, qui est impliqué dans la transmission nerveuse, et puis qui est impliqué aussi dans le fonctionnement de tas de voies métaboliques. Le magnésium, il va être très important. Ce magnésium, il bouche notamment le récepteur NMDA. Il faut aussi du zinc. Le zinc va être très important, d'une part parce que la vitamine D va activer des facteurs de transcription, parce que ça agit sur les gènes, et ces facteurs de transcription, certains ont besoin de zinc, utilisent le zinc comme cofacteur. Et le zinc est très important aussi parce que la protéine spike dérègle le système rénine-angiotensine. Et notamment, pour dérégler le système rénine-angiotensine, il faut qu'il y ait une activité très faible du récepteur ECA2. C'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2 qui transforme l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7, qui a un effet bénéfique, et qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9, qui a aussi un effet bénéfique. Seulement, ce récepteur ECA2 utilise comme cofacteur justement le zinc. Et D'accord. donc, si on n'a pas assez de zinc, ce qui est le cas de 15% des personnes, à ce moment-là, on favorise la voie délétère de l'angiotensine 2 sur le récepteur AT1R, puisqu'il n'y a pas assez justement d'angiotensine 1,7 ou d'angiotensine 1,9 produites qui ont un effet opposé à la suractivation du récepteur AT1R. En fait, voilà. En gros, le zinc est important pour pas mal de choses et aussi évidemment pour des tas de Vitamine voies C aussi. métaboliques. Vitamine C aussi. Alors, il faut de la vitamine C, oui, qui fait un très bon couple avec la vitamine D, qui est un antioxydant. Il a la particularité aussi de favoriser l'homéostasie du SRA, parce que c'est à la fois un antioxydant, mais il a été démontré que quand on prend de la vitamine C, on diminue l'affinité de l'angiotensine 2 pour le récepteur AT1R qui est délétère, alors qu'on ne modifie pas son affinité pour le récepteur AT2R, qui est aussi l'acide de l'angiotensine 2, mais qui lui est bénéfique. C'est un récepteur qui est bénéfique. Donc il faut de la vitamine C, il faut un autre antioxydant, soit du NAC, du N-acétylcystéine, soit du glutathion, parce qu'ils ne vont pas piéger les mêmes radicaux libres
Ouais. que la vitamine C. Il faut de l'iode dans les cas les plus sévères parce que les personnes qui ont un fort dérèglement du système rénine-angiotensine ou un Covid long sévère sont tous déficients en iode. Et l'iode est très important, notamment pour les hormones thyroïdiennes, hein, pour la transformation de la T2 en triiodothyronine, puis la triiodothyronine en thyroxine. Il faut, quand on a vraiment des problèmes, un complexe de vitamine B, hein, puisque le dérèglement du SRA peut entraîner un SIBO qui nous entraîne une déficience dans l'absorption de plusieurs vitamines de type B, notamment la B1, la thiamine, la B2, la riboflavine, la pyridoxine, la B6, la B8, la biotine, et puis la B12, la cobalamine. Il La faut B12. prendre aussi, donc j'ai dit donc du sélénium. Idéalement, il faut prendre des oméga 3 aussi, de la taurine, hein, pour qu'il y ait un bon fonctionnement à la fois du système nerveux et du système cardiovasculaire. En plus, ça permet donc une émulsification des graisses, donc une bonne digestion justement des lipides. Et puis là, globalement, de la vitamine K2 aussi, qui va gérer les dépôts de calcium dans l'organisme, qui va donc faire un bon couple avec la vitamine D, puisque à très forte dose de vitamine D, on peut avoir un dépôt de calcium sur les tissus mous, ou l'apparition de calculs au rein lorsque le taux de calcidiol est supérieur à 150 nanogrammes de calciol par ml, voire 200 nanogrammes de calciol par ml. Donc ces problèmes-là sont complètement éliminés par la présence de la vitamine K2, hein, qui est la ménaquinone 7, qui gère donc ce dépôt de calcium. Après, on peut prendre, bon, dans les cas extrêmes, on peut prendre aussi de la vitamine E, de la vitamine A, la vitamine A qui gère l'homéostasie du fer. Le fer est d'importance aussi, enfin, voilà. Donc, il y a des moyens d'aider disons, l'organisme à récupérer d'un Covid long ou d'un Covid. Il y a des plantes aussi hein, qui sont très actives, des composés donc de plantes qui sont très actifs, comme Artemisia annua, l'astragale, l'ail, le romarin, le ginkgo biloba, le cumin noir, la berbérine. Ouais. Voilà, enfin bon, il y a tout un tas de molécules. Alors, on va Enfin, préciser que c'est issues pas de une plantes. prescription médicale, que chacun Alors, je suis pas voit avec médecin, son mais bon. médecin. Ouais. Voilà. Oui, C'est des pistes qu'il faut explorer avec son médecin généraliste quand on oui, a tout à fait, oui. ce genre de Covid long ou autre pathologie. J'ai fait une vidéo avec Vincent Rediquet, avec le docteur Oui, Vincent oui, Rediquet. avec l'iode alors. Non, en fait, c'était pas sur l'iode, c'était sur les médecines réfractaires, mais on a Ah oui, évoqué un peu l'iode, évidemment, parce ah qu'on oui. ne peut pas passer à côté. J'ai fait un livre dessus, oui. C'était une très belle interview et puis une très belle personne Oui, aussi. oui. J'ai beaucoup aimé. Oui, Je suis contente que Jean-Marc ait pu quand même donner ces pistes. Il y a aussi des médicaments pour les gens qui ont hypertension qui sont notamment les sartans, il y a les antihistaminiques. Pour certaines maladies, non pas juste des petites allergies, hein, il y a des maladies SAM et SAMA post-injection ou post-infection virale qui sont quand même assez dures à soigner. Donc il y a 4 classes d'histamine et je suis contente qu'il ait pu en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des Covid longs dus à la vaccination, dus à l'infection et qui sont quand même très malades. Sûr. il y a plus de 2 millions hein, en France. Hein. Voilà, C'est plus de 2 Énorme. millions. Et des millions répertoriés, parce qu'en fait, il y en a Oui, qui ne savent pas qu'ils ont un oui, Covid, oui. parce qu'ils vivent tant bien que mal comme ça avec leurs problèmes. Je pense que Hum, je pense qu'on dépasse ça. Mais oui, merci d'avoir donné tous ces renseignements pour aider les gens, mais voir avec son médecin, parce que sur les hum. dosages, tout ça, il Oui, ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais voilà, c'est toutes ces pistes quand ils sont ouverts d'esprit, parce que enfin, je veux pas. Ils sont pas tous pareils, oui, mais parce qu'il bon, y a des médecins qui envoient plutôt chez le psychiatre la personne qui souffre d'un Covid long. c'est ça. certains médecins, comme ce sont les sachants, ils ne supportent pas de ne pas comprendre et quand ils ne comprennent pas, ils invoquent le côté psychologique. Or, franchement, le côté psychologique, je ne veux pas le bannir, hein, bien sûr que non, Oui, mais on minimisait. enfin, c'est quand même, il y a vraiment des gens qui ont des très très grandes souffrances et je crois qu'il faut quand même les prendre en compte peut-être un petit peu plus que ça, hein, quitte à faire passer des examens radiologiques, parce qu'encore une fois, hein, là, on a une expérience très néfaste de la médecine, mais il y a eu de très grandes avancées, notamment par la radiologie. Et je crois qu'il faut que quelqu'un qui dit sa souffrance, il faut vraiment le respecter, faire des investigations à tous les niveaux, hein, au niveau sanguin et radiologique. Mais ça, on pourrait en parler. Ça pourrait faire aussi l'objet d'un sujet. Comment se Mhm. passe la médecine en ce moment? Ça dépend. Il y a des choses où moi je regarde, il y a des avancées qui sont très intéressantes dans certains domaines, en chirurgie notamment.
C'est moins invasif, il y avait vraiment des choses Ah, bien extraordinaires. sûr, ça, j'en doute pas, mais je parle de la prise en charge. Alors, on va laisser le mot de la fin à Jean-Marc, si C'est vous ça. voulez bien. Oui, oh ben, j'ai rien de spécifique, sinon de toujours surveiller le taux plasmatique de vitamine D qui est vraiment très très important pour tout type de pathologie, Le puisque sport. la vitamine D agit sur le système rénine-angiotensine et a un effet de frein à sa suractivation, et donc c'est bénéfique pour tout type de pathologie humaine. Voilà. Bien. Bien, merci Mm. Estelle, merci Jean-Marc d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci Elisabeth. Et puis à très vite sur la chaîne de Vous à moi. Très bien. Ok, très bien. Merci Elisabeth. Au revoir, Au Elisabeth. revoir, à bientôt. À bientôt.